Aujourd'hui, on va parler de leadership féminin. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je reçois Jenny Chamas. Jenny Chamas, elle est spécialisée dans le leadership féminin et elle ne s'adresse qu'à une seule population. Elle est coach pour les leaders ambitieuses. Oui, ambitieuses parce qu'elle ne s'adresse qu'aux femmes. On a eu une conversation très intéressante au cours de laquelle on a parlé de leadership et aussi les différences entre un homme et une femme dans le monde du travail. On a parlé de la manière d'augmenter sa confiance. On a même parlé de la manière de partir en vacances sereinement. Et puis, on a aussi abordé l'erreur que font tous les solopreneurs. Et pour couronner le tout, en fin de podcast, Jenny te propose un cadeau gratuit. Sans plus attendre, place à l'interview avec Jenny Chamas. Bonjour Jenny. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Écoute, je vais, on va dire plutôt bien en ces temps de confinement. Ouais, donc le mieux c'est possible. Un petit bien, voilà, le mieux possible. Bon, est-ce qu'on peut simplement commencer par évoquer ton activité ? Est-ce que tu peux nous expliquer en gros aujourd'hui de quoi tu vis ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis master coach et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des leaders ambitieuses. Donc tu entends dans ambitieuse le fait que j'accompagne en fait aujourd'hui exclusivement des femmes qui sont des leaders. Soit elles sont patronnes de leur propre entreprise, soit elles sont salariées et dans ce cas-là, managers ou dirigeantes. D'accord. Ce qui les réunit, c'est vraiment leur volonté de développer leur leadership, de mieux accompagner leurs équipes et leurs idées. Et moi, je les aide dans ce développement. Et parallèlement à ça, je les aide aussi à trouver un équilibre qui leur convient parce que j'accompagne des femmes qui sont ambitieuses, qui ont de très belles carrières et qui donnent beaucoup au travail et qui parfois ont besoin de rééquilibrer les choses tout simplement pour trouver des soupapes de respiration, pour aussi pouvoir profiter en dehors du travail, sachant que la clé, c'est vraiment de les aider à s'épanouir dans leurs fonctions. Ah bon, alors j'ai plein de questions à te poser, c'est hyper intéressant tout ça, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, peut-être tu peux nous expliquer ton parcours, c'est-à-dire peut-être tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à cette vocation en fait. Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai un parcours, j'ai fait des études supérieures très généralistes, j'ai fait Sciences Po et puis après je me suis spécialisée dans la mode, dans le management de la mode, c'était vraiment quelque chose qui me faisait rêver. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le secteur du retail à différents postes, et notamment dans le management. Et avant de terminer ma carrière de salarié, je dirigeais les achats et les ventes d'H&M en Corée. En Corée du Sud. Donc j'étais membre du CODIR et je pense que c'est important de le dire parce que c'est aussi ce qui m'a amené ensuite à faire ce métier et à précisément accompagner des femmes qui sont au CODIR. C'est-à-dire que tu as été dans leur situation avant et voilà, exactement. Tu as même vécu. Je l'ai vécu. Et donc, j'ai 2 enfants. Et quand j'étais en expatriation, j'étais enceinte de mon 2e enfant, ma fille. Et puis, à ce moment-là, ça correspondait à peu près au moment où il fallait que je négocie l'après. Et je ressentais plus la flamme des débuts. Même si j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais aussi beaucoup l'entreprise. J'avais plus la passion. Et une chose en entraînant une autre, j'ai décidé de me faire coacher pour savoir quelle était ma prochaine étape. Et en fait, là, ça a été une révélation. C'est-à-dire, quand je dis révélation, c'est que pour moi, en 2 semaines, c'était clair que, en fait, être coach, c'est ce que je voulais, parce qu'en fait, c'est ce que je faisais déjà avec mes équipes et que j'adorais par-dessus tout. Et puis parce que j'avais le sentiment qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en France et que j'avais l'âme d'un entrepreneur. J'avais vraiment envie d'entreprendre. Donc, tout ça cumulé a fait que j'ai entamé un virage il y a 3 ans.
Ouais. Et donc, je me suis formée au coaching dans l'école de Brooke Castillo. Brooke Castillo est une coach américaine. Son école s'appelle The Life Coach School. Et donc, j'ai fait une première certification en 2018. Et puis, depuis, j'en ai fait une deuxième. Donc, aujourd'hui, je suis master coach. Donc, ça veut dire que je peux aussi former des coachs. Et c'est assez rare, je crois. J'ai vu sur le site de Brooke Castillo qu'il y avait très peu de master coach. Oui, tout à fait. Et en France, il doit y en avoir 2 ou pas beaucoup plus peut-être. Oui, en France, on est 2 pour l'instant, être master coach, exactement. Je connais un petit peu, moi je connais pas Brooke Castillo, mais Alexia, ma sœur, avec qui on a fait des podcasts, est très très fan de tout ce qu'elle dit justement sur les femmes et sur la manière de réussir quand on est une femme. Ouais. Et ce que tu dis sur le coaching, c'est-à-dire le fait que quand tu manages, en fait, tu dois coacher, je suis absolument d'accord avec toi là-dessus, c'est de plus en plus évident et c'est une tendance de fond. Il y a une étude de Gallup qui est sortie maintenant, il y a peut-être 1 an, peut-être quelques années, je ne sais pas, et qui est décrite dans un bouquin qui s'appelle It's the Manager, où clairement il est expliqué que le rôle du manager aujourd'hui, le rôle fondamental du manager aujourd'hui, c'est d'être le coach de ses collaborateurs, bien plus qu'avant. Ouais. Et donc, ça m'amène à ma première question, justement. Qu'est-ce que c'est pour toi qu'un coach ? C'est quoi ta définition du coaching ? Parce que je sais qu'on n'a pas forcément tout à fait les mêmes définitions de ce mot-là. Tout à fait. Alors écoute, il y a plusieurs éléments. Un coach, de mon point de vue, il est là pour aider quelqu'un à aller d'un point A à un point B. Et pour l'aider à aller d'un point A à un point B, il y a différentes façons de le faire. Et je pense que c'est là où il y a des variations, on va dire, entre les coachs. Ouais. Moi, je pense que ce qui est essentiel pour un coach, c'est de comprendre, d'aider la personne à comprendre pourquoi elle en est là et pourquoi elle veut aller au point B. Et parce que en sachant pourquoi elle est là et pourquoi elle veut aller au point B, elle aura beaucoup plus de facilité d'arriver au point B. C'est-à-dire que le pourquoi est véritablement le plus important avant même de parler du comment. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... moi, j'accompagne les femmes et mes enseignements sont basés sur des neurosciences. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller hacker son cerveau. C'est d'aller interroger ses pensées, d'aller les modifier, les faire évoluer, d'apprendre aussi à gérer ses émotions. Parce qu'on ne prend pas les mêmes actions et on n'est pas le même manager si on se sent en colère, si on doute, que si on se sent en confiance, par exemple, ou qu'on se sent certain. C'est clair. Donc, la gestion des émotions est un point important. Donc, c'est aussi sur ça que je travaille avec mes clientes. Et tout ça dans le but de se mettre en action pour arriver à ses objectifs. D'accord, ok. Voilà donc ce sur quoi j'accompagne en tant que coach mes clientes. D'accord. Ouais, je suis d'accord sur la définition. Moi, ce que je dis aussi souvent, c'est que, en fait, souvent, le coach, et je suis tout à fait d'accord. Le coaching, c'est accompagner quelqu'un d'un point A à un point B. C'est ça, c'est un accompagnement. Et ça ne veut pas forcément dire, d'ailleurs, que tu vas former la personne. Non, et j'aime bien ta définition qui est de partir du pourquoi plutôt que du comment, parce qu'en fait, c'est ça qui est fondamental. Et je suppose même, mais c'est une question, que parfois, la personne te dit qu'elle veut aller à un point B, et quand tu la questionnes sur le pourquoi, c'est plus forcément vers ce point B qu'elle avait défini à l'origine qu'elle veut se diriger. Ça doit arriver de temps en temps. Complètement. Et j'ai envie de dire, ça n'arrive pas que de temps en temps. D'accord, ouais. Mais c'est drôle. Fait. Ouais, c'est drôle parce que j'avais interviewé aussi Élodie qui est coach aussi, et c'est un petit peu ce qu'elle disait aussi. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait, faut revenir aux fondamentaux. Et quelquefois, en fait, les gens, ils ont identifié où ils veulent aller, mais ils n'ont pas fait le travail préalable. Et donc, ils croient que ça va résoudre leurs problèmes, alors qu'ils sont au niveau des symptômes. Si on peut comparer ça à une maladie, c'est pas forcément la bonne comparaison, mais voilà, le coaching, il peut s'adresser à autre chose que la formation ne peut pas faire. Par exemple, si on parle d'outils du manager, moi je propose des formations. Je suis pas en train de proposer un coaching, je propose des outils. Ouais. Mais voilà, toi tu te situes à un autre niveau. Exactement.
J'ai vu aussi que sur ton site, tu parles beaucoup de leadership. C'est un petit peu ton angle. Est-ce que tu peux aussi nous dire ce que tu entends par leadership ? Oui, complètement. Parce que c'est pareil, c'est un mot qu'on entend souvent et qui n'est pas forcément très bien défini. Oui, tout à fait. Et surtout, je trouve que c'est un mot qu'on confond aussi beaucoup avec manager. C'est-à-dire, on dit, est-ce qu'un manager est un leader ? Est-ce qu'un manager a forcément du leadership ou pas ? Donc, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui emmène les gens avec lui. C'est quelqu'un qui porte ses idées, qui est aussi capable de créer des idées. Et quelque part, si on revient à l'histoire du pourquoi et du comment, un leader, il sait où il veut aller, il a une vision, et il sait pourquoi. Il ne sait pas nécessairement encore comment. Et finalement, son rôle, ça va être d'inventer la route et puis surtout d'emmener les gens avec lui pour inventer la route ensemble. Je pense qu'il y a aussi une caractéristique du leader qui est importante, c'est que, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions et qui met ses décisions en action. Tu vois, il y a vraiment l'idée de mouvement. Oui, d'accord. L'idée de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'idée de créer l'objectif, la route, comme tu dis, et puis aussi le fait de mettre en mouvement. C'est pas juste un concepteur. Exactement. C'est à la fois il imagine, mais en même temps il permet la réalisation. Et justement, tu dis quelquefois on mélange leader ou manager, ou bien on les oppose, etc. Donc, ok, j'ai compris la définition du leadership. Et alors du coup, le management, il vient où là-dedans ? Alors, écoute, parce que c'est quand même le sujet du podcast. Ouais, non mais complètement. Je dirais que on peut être un leader sans être un manager. C'est-à-dire qu'un manager, il a des équipes techniquement, je veux dire contractuellement, il manage des équipes. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'un manager peut être un manager sans l'idée. Et c'est là, je trouve que cette notion-là, elle est intéressante dans notre échange, puisque toi, c'est vraiment sur les outils du manager. Un manager, il a un contrat, il doit piloter une équipe, et puis il y a des choses qui incombent à ses responsabilités. Tu vois, je vais te donner des exemples. Quand tu es manager, c'est toi qui vas décider c'est toi qui vas faire les revues annuelles de tes collaborateurs, qui va décider des augmentations, des promotions, etc. On peut tout à fait techniquement faire ça sans leader ses équipes. On peut faire son travail opérationnellement sans être en train d'emmener les gens avec soi vers une vision. C'est-à-dire qu'on peut par exemple être manager, mais ne pas avoir de vision sur là où on veut aller et ne pas le communiquer à ses équipes. Et en fait, je pense que c'est là le petit pas qu'il faut faire quand on est manager pour être leader, c'est pas juste de coller à ce qu'on pense qu'on attend de nous, mais être capable de s'en saisir et de se l'approprier pour pouvoir apporter de la valeur, apporter de la richesse et faire de ce management quelque chose qui va plus loin, qui inspire par exemple des équipes, qui est créatif, qui peut trouver des solutions là où il y a des problèmes. Voilà, je pense que c'est là que je vois la différence. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, je pense que... Alors, tu vois, c'est intéressant, dans ta définition du leadership, tu as mis 2 dimensions. Il y en a une qui est de créer la vision, et il y a une deuxième dimension qui est d'aller sur ce chemin et puis de faire que les choses adviennent en inspirant les personnes. Ouais. Et je suis d'accord. Moi, je pense qu'un manager sans leadership du tout, ça peut pas être un très bon manager. On est d'accord. C'est-à-dire, il peut avoir la panoplie des outils du manager et les appliquer, mais il peut les appliquer de manière désincarnée et sans y mettre... En fait, moi, je compare souvent les outils du manager tels qu'on les donne à un squelette, et je dis, c'est à vous de mettre la chair dessus. C'est-à-dire, moi, je vous donne une structure, une méthode, qui, je pense, est absolument
indispensable pour qu'un leader puisse s'exprimer, parce que comme tu le dis, on peut être leader mais pas manager. Oui. Et ben un leader qui est pas manager, soit il faut absolument qu'il se trouve un très bon manager pour l'aider, ou soit il faut qu'il apprenne le management. Or, apprendre le management, c'est pas très compliqué si on met en œuvre les bons outils, etc., etc. Donc, pour moi, la dimension, il faut parcourir le chemin, il faut du leadership pour le faire, parce que, en fait, il faut incarner la vision de l'entreprise, mais surtout, il faut faire le lien entre la vision de l'entreprise puis les personnes qui vont réaliser cette mission. Et pour moi, là, il y a vraiment un rôle de leader à exécuter. Par contre, la partie conception dont tu parlais, ça, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il faut, et tu l'as dit, c'est réussir à absorber la vision de l'entreprise, la faire sienne, pour pouvoir la restituer en lui donnant de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, en fait, c'est comment tu vas l'adapter à chacune des personnes de ton équipe. Donc pour moi, ça... Parce qu'il y a des gens, ils disent, il y a des gens, ils managent en étant leader, puis d'autres en étant manager. Mais non. Non, ça se complète, en fait. C'est un peu le premier niveau. C'est quand tu es manager et que tu n'es pas encore leader, c'est que tu es censé être sur le chemin du leadership, parce qu'un manager qui n'est pas leader, quelque part, c'est ce que tu dis, c'est pas un très bon manager. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il s'épanouisse, c'est qu'il devienne meilleur. Et tout à fait. Et moi, je dis l'inverse aussi, c'est-à-dire que je dis, quelqu'un qui a des idées, une vision, etc., s'il n'est pas capable de manager et de les transmettre à ses équipes, ça va pas marcher non plus. Et donc, pour moi, c'est deux choses complémentaires. Complètement d'accord. Le problème, c'est qu'on met le leadership très haut, et puis le manager, en fait, c'est les basses besognes, etc. Et du coup, on croit que quand on a une bonne vision, on n'a pas besoin de manager. Et ça fait, pour moi, les pires managers. C'est-à-dire que je pense que opposer les deux, c'est le meilleur moyen pour, justement, pour pas être complet. Alors, il y a une autre caractéristique dans ton activité. Donc, tu es coach, on en a parlé. Tu parles beaucoup de leadership. Et aussi, quand même, une très grande caractéristique de ton activité, enfin une particularité de ton activité, c'est que tu t'adresses aux femmes. Je te disais même en off avant, c'est rigolo. La dernière fois, la dernière interview que j'ai faite, et c'est une coïncidence totale, c'était avec Mike, qui est dans le domaine de la séduction, et lui, il parle qu'aux hommes. Donc, c'est marrant. La semaine dernière, j'ai eu un mec qui parle qu'aux mecs, et là, j'ai une femme qui parle qu'aux femmes. Et ça m'intéresse de creuser ce truc-là, parce que tu le mets bien en évidence sur ton site, c'est très, très clairement... Et le site de Brooke Castillo aussi, d'ailleurs, est très bien fait aussi, comme le tien. Et c'est évident, ça s'adresse aux femmes, on le sent, mais je ne saurais pas mettre réellement le doigt sur quelle différence il y a, en fait. C'est-à-dire que tu estimes donc qu'il y a des différences entre une femme et un homme. Je dirais dans le milieu professionnel, on s'entend. Oui. Alors oui, il y a des différences. Je dirais que le fait que je travaille uniquement avec des femmes, c'est un choix personnel pour me faire kiffer, on va dire. Le choix n'était pas basé sur le fait qu'il y a des différences. Enfin, je te dis ça et c'est pas très vrai, non. On va reprendre. Je t'en prie. En fait, le premier choix, c'était... moi, je suis une femme qui aime les femmes. C'est-à-dire dans le sens où j'ai plein de copines, j'adore... je trouve que d'être dans un univers de femmes, c'est très agréable. Ça ouvre à la confidence. Et quand on est dans la confidence, c'est plus facile de coacher. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Alors... Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes ? Alors, j'ai coaché des hommes, pas beaucoup, mais j'en ai coaché. Je trouvais ça fascinant parce que j'ai bien vu qu'il y avait énormément de points communs. Et finalement, les différences sont pas si énormes, en tout cas dans nos esprits, dans l'esprit de l'homme, l'esprit d'une femme, les différences sont pas si énormes. En revanche, là où se situe la différence qu'on ne peut nier, c'est une différence de socialisation. On ne dit pas la même chose aux petites filles qu'on dit aux petits garçons, par exemple. Je te donne des exemples qui sont très basiques, même si les choses changent, et vraiment je les vois changer. Moi, par exemple, j'y fais attention avec mes enfants, mais on dit facilement à une petite fille qu'elle est douce et qu'elle est belle, et à un garçon qu'il est fort. Ça, transposé à la vie professionnelle, ça donne une femme qui n'ose pas parler en réunion, surtout quand elle est entourée d'hommes.
qui n'osent pas dire ses idées. Ça donne des femmes qui négocient moins âprement leur salaire, leur rémunération. Mmh. Et quelque part, moi, j'ai toujours été très consciente de ça. Et le coaching, comme il est là pour lever les barrières internes qu'on a, pour moi, c'était un vrai outil de révolution féministe dans le bon sens du terme, dans le sens, je vais juste aller aider les femmes à voir que les barrières qu'elles pensent qu'on leur a mises, elles peuvent les enlever parce que ces barrières, elles se les mettent toutes seules aussi. Ouais. C'est-à-dire, c'est aussi dans leur esprit et que quelque part, on a toute la responsabilité en nous d'aller lever ces barrières. Donc moi, j'avais envie quand même de partager ça aux femmes parce que il me semblait qu'on partait pas totalement égaux sur le marché du travail. Ouais, c'est comportemental. Et c'est un comportement généré par la pression sociale, en tout cas par les usages sociaux. Ouais, et qui n'est pas nécessairement... Je veux dire, moi, je te donne des exemples, mais c'est pas forcément mal vécu. Parfois, c'est juste invisible. Ouais. Et donc, il y a des questions que les femmes ne se posent pas. Ouais. Et quand je les coach, tout à coup, mais c'est un univers infini des possibles qui s'ouvre. Et en fait, je coach des femmes qui sont brillantes et qui, franchement, peuvent changer le monde. Et donc, moi, mon truc, c'est de me dire, j'ai envie que tous les gens, hommes et femmes, puissent avoir la possibilité de changer les choses et de faire de ce monde un monde meilleur. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et alors, j'ai une question, c'est peut-être une question bête, je ne sais pas, je vais la poser quand même. Il n'y a pas de question bête. Et évidemment, je suppose, pour qu'une femme, je dirais, réussisse, il faut effectivement qu'elle ait conscience des limites qui sont posées par la pression sociale, etc. Mais la manière dont elle va résoudre ça, est-ce que c'est en copiant, c'est-à-dire en imitant ce qu'aurait fait un homme à sa place ? C'est une super question. Écoute, alors ma réponse serait non. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas donner de réponse définitive. C'est-à-dire que je pense vraiment que le moyen de lever ces barrières, c'est d'être soi. Et une femme, pour être elle-même, enfin une femme ou un homme, peut-être que être elle, ça sera avoir des comportements qui sont normalement étiquetés masculins, mais dans lesquels elle se reconnaît et qui sont pour elle naturels. Ou alors, elle aura sa façon de manager et de l'idée. Et juste le fait d'assumer que c'est sa façon à elle et que cette façon-là, elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre, déjà, ça va... Enfin, on peut faire des merveilles avec ça. J'ai envie de dire, c'est un peu se défaire justement des carcans. Et si on a, on a envie d'être comme un mec parce qu'en fait, c'est juste comme on est, pourquoi s'en priver ? Mais par contre, pour faire sauter ces limites, tu me dis, il ne s'agit pas de copier quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il faut que tu réussisses à déterminer avec la personne quel est son tempérament réel ou de base. Ouais. Alors, je dirais que, en fait, là, c'est... Finalement, quand on parle de tempérament, etc., on est dans un mode très conceptuel. Et dans le coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment à l'exemple. Donc, on utilise des situations précises. Par exemple, j'ai été au dernier Comex, j'ai pas osé dire ce que je pensais. Ou alors, par exemple, j'ai un collaborateur qui performe pas du tout. J'ai tout fait pour l'aider, mais j'arrive pas. J'ose pas lui donner un feedback. Tu vois, ce genre de choses. On va aller dans l'exemple et on va aller interroger. Ah bon, mais pourquoi ? Pourquoi t'oses pas ? Qu'est-ce qui fait que t'oses pas ? On va aller trouver la limite et on va aller challenger cette limite et aider. Je vais aller aider la personne à envisager qu'est-ce qui pourrait se passer si elle faisait différemment. Qu'est-ce qui pourrait se passer si elle abordait cette situation avec un état d'esprit différent. Et toujours en réalisant que finalement, dans notre scénario du pire, le pire qui puisse se produire, c'est jamais bien grave, c'est juste peut-être un moment d'inconfort et que finalement, le jeu en vaut la chandelle. Ouais, j'ai vu ça en fait. On en parlera certainement, mais j'ai vu une de tes vidéos où effectivement,
assez vite, en fait, tu mets en situation, en fait. Tu dis, moi, Ouais. ça m'est arrivé, j'étais à un repas, et en plus, j'étais enceinte, et puis, alors, je me souviens plus exactement du truc, mais voilà, on sent très fort que tu essayes de partager quelque chose qui t'est arrivé, parce que c'est probablement quelque chose qui arrive souvent à beaucoup de femmes, et qu'elles vont s'y reconnaître. C'est un peu de la mise en situation, en fait. Ouais, de la mise en situation. Et puis, je pense que c'est aussi interroger la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est permettre, quand on se pose toutes ces questions dans le coaching, ça nous permet d'avoir plus de pouvoir, c'est-à-dire de se sentir plus armé, Ouais. parce que on se dit tout d'un coup, mais en fait, bon, je pense ça, j'ai pas osé à ce moment-là parce que j'imaginais que si j'ouvrais ma bouche en réunion, par exemple, mon entourage penserait quelque chose de dramatique de moi, que je suis bête ou que mon idée est mauvaise. Ouais. Et quand on se rend compte qu'en fait ces pensées-là, c'est juste ce qu'il y a dans notre tête, il n'y a absolument pas de réalité, parce que probablement que les personnes assises à la table, dans 80% des cas, elles vont être intéressées, elles vont écouter, ou alors elles vont être indifférentes, et elles vont pas passer leur temps à critiquer dans leur tête. Quand on se rend compte des drames qu'on s'invente, en fait tout de suite ça donne beaucoup plus de pouvoir. Et ce qui se passe, c'est que, et c'est comme ça qu'on atteint, je pense qu'on passe du management au leadership, c'est que tout à coup, les femmes gagnent en courage et elles osent. Ouais. Elles osent, et puis elles se plantent parfois, et c'est pas grave parce qu'en fait elles apprennent quelque chose en se trompant. Et puis elles osent et elles se rendent compte qu'en fait il s'est rien passé de dramatique et que c'est totalement faisable et ça devient super excitant. Et puis de plus en plus on est dans l'action. En fait, à propos du courage, j'avais entendu un truc moi qui m'a vachement parlé, et c'était une femme pompier d'ailleurs qui expliquait ça. Elle disait en fait le courage c'est pas de pas avoir peur. C'est les peurs, elles restent et puis elles seront toujours là. Mais c'est de développer. Le courage, c'est pas la négation de la peur en fait. C'est une autre capacité. C'est la capacité de dire ouais, je garde ma peur, je reconnais ma peur, etc. Elle m'envoie des signaux et qui sont intéressants. Mais j'ai développé autre chose qui est le courage et qui vient en plus de ma peur. C'est-à-dire que les gens qui ont du courage, c'est pas des gens qui ont pas peur. C'est des gens qui réussissent à agir malgré leur peur en fait. Et ouais, je pense, tout à fait. Et en parler à deux, c'est plus simple. Et c'est pour ça que je pense que le coaching, c'est un bon moyen de dépasser ou de réussir à agir malgré sa peur. C'est qu'on discute avant de le faire. C'est-à-dire, on se met en situation, on s'encourage, etc., etc. Tout à fait. Et je dirais, c'est encore plus le cas chez les femmes que j'accompagne, parce que je les accompagne en groupe. Ah oui, et d'accord. Du coup, il y a vraiment un échange. C'est assez marrant. Ouais, puis un effet de petite communauté où... Ouais, là, et puis il y a plus de force du coup, parce que tu vois, il y avait un vrai partage d'expérience entre des managers qui vivent des situations similaires et qui se donnent aussi des coups de main, soutien, ouais, quoi. Ouais. Des coups de main, ouais. Oui, moi je vois un petit peu ça sur le forum Outils du Manager, tu vois. Je vois que depuis qu'on l'a fait, c'est plus simple de passer à l'action parce que c'est pas parce qu'on s'est forcément engagé vis-à-vis des autres, mais c'est parce que les autres nous ont dit qu'on avait raison, finalement. Ouais, tout à fait. Et du coup, on n'est plus seulement devant le risque qu'on ne soit pas approuvé par les personnes sur lesquelles on va agir, on est aussi poussé par les personnes qui sont d'accord avec notre action. Complètement. Alors, en fait, ça parle aussi pas mal, je trouve, de confiance en soi. Ouais. J'ai vu effectivement que c'est un sujet qui revenait. Je pense que de toute façon, la confiance en soi et le leadership, il y a un lien entre les deux. Bien sûr. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? C'est-à-dire, en fait, ma question derrière, c'est est-ce que tu penses que chez les femmes au potentiel, celles que tu accompagnes, est-ce qu'il y a un problème de confiance en soi ? À quoi il est dû ? Et est-ce que tu as des techniques par rapport au développement de la confiance en soi ? Tu as parlé du groupe, mais il y a peut-être d'autres choses. Oui. Je vais vous partager un outil. Alors, clairement, pour moi, la confiance, c'est le pilier pour pouvoir être un bon leader. C'est-à-dire que sans confiance, concrètement, le leadership, c'est très compliqué. Et je dirais, même pour être un bon manager, parce que quand tu as les outils, tu peux être un bon manager, mais parfois, pour appliquer les outils, il faut avoir du courage. Donc, il faut avoir confiance en soi. Donc, avoir confiance en soi, c'est vraiment croire en ses capacités. Et c'est aussi avoir la capacité de croire en soi, même quand on ne sait pas comment faire. Et en fait, quand on est dans une posture de manager, quelque part, il y a
il y a de nombreuses fois où on ne sait pas encore comment faire. Parce que c'est la première fois que la situation se présente, parce que si on nous a proposé ce poste de management, c'est bien parce qu'on pensait qu'on avait les capacités de trouver des solutions là où il y a des problèmes. Et donc, quelque part, on a besoin d'avoir confiance en soi pour pouvoir avancer dans son management, pour pouvoir piloter ses équipes. C'est vraiment nécessaire. Alors, donc effectivement, chez les femmes que j'accompagne, c'est une question qui est très présente. Et très honnêtement, je pense que c'est pas une question qui est présente que chez les femmes. Je pense qu'elle est présente aussi chez les hommes. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de particulièrement féminin. Je pense que c'est vraiment lié à l'histoire de chacun et à l'image qu'on a de soi. Alors, comment on fait pour booster sa confiance? Alors, il y a vraiment beaucoup de techniques, mais je crois que la première chose à dire, c'est qu'il faut comprendre qu'on n'a jamais 100% confiance sur tous les sujets à tous les instants. C'est que chaque personne normalement constituée a des zones sur lesquelles il se sent en confiance et d'autres zones où il a besoin de construire cette confiance. Donc ça, c'est la première chose. Et donc la confiance, pour moi, c'est un muscle. C'est un muscle qui se travaille. Et plus on le travaille, et plus on développe la confiance. Alors, j'ai particulièrement un outil que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est la cible. C'est une cible. Alors, on va envisager... en fait, souvent, on a confiance en soi quand on est dans notre zone de confort. Parce que dans cette zone de confort, on sait comment faire les choses, on sait ce qui va se passer. Et donc, c'est facile d'avoir confiance en soi. Mais dès qu'on sort de cette zone de confort, c'est là où notre cerveau se met en alerte et que c'est un peu plus difficile d'agir. Eh bien, il faut envisager que le cœur de cible, c'est la zone de confort. Autour de la zone de confort, il y a une zone que j'appelle une zone élastique. C'est une zone dans laquelle, quand on agit, on ne se sent pas totalement en confiance, mais ça ne nous semble pas totalement impossible de faire les choses. Par exemple, si tu es fraîchement manager, fraîchement nommé manager, la première fois que tu vas donner un feedback, ça va être vraiment peut-être très effrayant, mais la deuxième fois que tu vas le faire, tu vas être dans ta zone élastique. Tu ne vas pas être totalement dans le confort, mais comme tu l'as déjà fait une fois, tu te dis que c'est bon, c'est pas trop difficile. Oui, ça te paraîtra un peu bizarre parce que tu l'as pas beaucoup fait, mais ce sera possible de le faire. Exactement. Donc ça, c'est la zone élastique. Et on regarde toujours la cible. Autour de cette zone élastique, il y a la zone de panique. Ça, c'est la zone rouge. C'est la zone où, en fait, entrer dans cette zone, ça nous fait paniquer. On a super peur. Donc, pour développer sa confiance, ce que je propose, c'est vraiment de passer le plus de temps possible dans sa zone élastique. C'est-à-dire que, évidemment, on passe du temps dans sa zone de confort et on s'exerce à faire des choses qui sont un petit peu inconfortables, mais qui nous semblent accessibles. D'accord ? Et pour chacun, ce sont des choses différentes. Donc, en tant que manager, ça vaut le coup de se poser la question, OK, dans mes fonctions, qu'est-ce qui est dans ma zone de confort ? Qu'est-ce qui est dans ma zone élastique ? Et qu'est-ce qui est dans ma zone de panique ? On ne va pas s'attaquer à la zone de panique tout de suite. On va commencer par la zone élastique. Le but étant d'élargir sa zone de confort. D'accord. Et finalement, ce que ça veut dire, c'est que pour développer sa confiance, il faut avoir du courage. C'est-à-dire le courage de mettre un pied en dehors de sa zone de confort et d'aller dans la zone élastique, de se sentir un peu dans l'inconfort. Et plus on le fait, plus on va se rendre compte qu'on est totalement capable de le faire, qu'on se prouve tous les jours qu'on est capable de le faire et qu'il n'y a pas de drame qui survient. Et ça, c'est précisément ce qui développe la confiance en soi. Oui, puis finalement, à force de le faire, on acquiert la compétence de le faire, en fait. Complètement.
Et donc Par après, contre, c'est plus un effectivement, sujet. si on essaye direct un truc qui nous panique, on va avoir une spirale descendante. On va perdre confiance de plus en plus, Exactement. puisqu'on va être échec. Exactement. Ouais, c'est intéressant. C'est marrant parce qu'on en a parlé avec Charles Pépin il y a quelques... Il avait une définition un peu différente, mais il y avait aussi cette notion, il faut régulièrement faire un petit saut en dehors de sa zone de confort pour un peu tester le truc, mais on a le droit de revenir dans sa zone de confort pour se rassurer, etc., etc. Tout à fait. Ok, super intéressant. Ok, alors moi j'avais une question parce que tu m'as contacté parce que tu connais Outils du Manager. Oui. D'ailleurs, je connais Outils du Manager grâce à une de mes clientes, figure-toi. Ah d'accord, ok. On la remercie. Ah d'accord. Eh ben écoute, on la remercie, moi aussi je la remercie. Et en fait, tiens, c'est intéressant. Donc, elle connaissait Outils du Manager, mais elle a quand même fait appel à toi. Oui. C'est-à-dire que probablement qu'on a deux rôles qui sont différents mais complémentaires. Tout à fait. En fait, moi, ça m'intéresse, à travers peut-être cette anecdote, d'ailleurs, de savoir qu'est-ce qui t'intéresse chez Outils du Manager. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est complémentaire par rapport à ton activité dans Outils du Manager. Ouais. Alors, je pense que c'est vraiment les outils pratiques du manager. Tu vois, je vais te donner des exemples c'est-à-dire que donc j'ai découvert ton podcast et puis moi, je suis allée puiser dedans pour mon propre management. Par exemple, tu vois, un truc qui a vraiment changé pour moi le jour où je suis devenue entrepreneur, c'est comment partir en vacances. Et donc, tes épisodes pour préparer les vacances, planifier les vacances pendant 10 semaines avant, et puis avec tout ce qu'il fallait faire, honnêtement, c'est d'un pragmatisme incroyable. Et du coup, ce sont des outils... Finalement, ce que tu m'expliquais, c'était le comment. Moi, mon truc, c'est le mindset. Donc, je me dis, je vais prendre des vacances. Je suis entrepreneur, mais j'ai envie de prendre des vacances. Je pense que c'est important pour moi. Et après, la question devenait, OK, mais comment je vais le faire ? C'est la première fois que je prends 1 mois de vacances depuis que j'ai monté mon business. Comment je gère mon équipe ? Comment je gère mon business ? Et en fait, d'écouter ton podcast, tes outils, m'a permis vraiment d'avoir une lecture extrêmement pragmatique des conseils, des outils que j'ai pu mettre en place, en fait, tout simplement. Et je pense que la force de ce que tu enseignes, c'est que tu te l'appliques à toi-même. Et alors ça, pour moi, c'est essentiel. On le sent de toute façon dans la façon que tu as de le partager. C'est que si tu te l'appliques à toi-même, c'est que ça marche. Et en fait, moi, je tiens beaucoup à ça. Et c'est ça qui me séduit dans l'approche que tu as. C'est que donner des conseils, c'est bien, mais en fait, ce qui compte, c'est de pouvoir vraiment aider les gens à les appliquer. Et je trouve que et c'est vraiment ça que je viens chercher dans Outils du Manager, c'est des conseils qui sont applicables dans la vraie vie. En fait, j'ai une question parce qu'en fait, il y a un petit hack, il y a un petit truc dans ma série sur le manager part en vacances, et j'ai fait d'ailleurs, il y a un petit livre gratuit qui est sorti, qui reprend le même truc, qui est téléchargeable sur le site. En fait, à ton avis, qu'est-ce qui empêche réellement, au fond du fond, qu'est-ce qui empêche un chef d'entreprise en particulier, qu'est-ce qui l'empêche de partir en vacances ? Ou c'est quoi ton expérience ? C'est-à-dire mon expérience en fait, personnellement, c'est la sensation... Ouais. Et c'est vraiment une pensée, donc il y a vraiment un hack du cerveau qui est nécessaire. Ouais. C'est la pensée qu'en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Et que finalement, si je fais pas, si je suis pas là, ça va s'arrêter de tourner. Ce qui est un véritable mensonge, parce que en fait, l'expérience montre qu'à chaque fois que j'ai pris des vacances, mon business a très bien marché. Oui, moi c'était même au point où je disais à mes équipes, mais en fait, dès que je parle, le chiffre d'affaires augmente, donc je vais tout le temps partir, ça va marcher. En fait,
En fait, tu vois, on part pas en vacances d'ailleurs, c'est pas que l'entrepreneur, hein, ça marche aussi avec les managers, mais les managers qui sont très engagés, très investis, c'est-à-dire en fait les leaders, qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient managers. Là-dessus, il n'y a pas de différence. C'est exactement ce que tu dis. Enfin, il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs déclencheurs qui font qu'ils partent pas en vacances. Le premier, c'est quand je suis pas là, ma boîte s'arrête. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à être dans leur boîte que c'est comme un enfant, s'il te voit pas, t'existes pas en fait. Oui. Et ben on a ça fondamentalement en nous. On peut pas imaginer que ça continue sans nous en fait. C'est tellement notre chose, c'est tellement la chose dans laquelle on est investi qu'on se rend pas compte qu'en réalité, mais ça peut vivre tout seul et même sans nous et même longtemps. Et donc, même si on réussit à partir en vacances, on va pas pouvoir s'empêcher de regarder nos mails, d'appeler. Mais ça va. Alors, les mails, ils te disent, mais pourquoi ils m'appellent ? Bah oui, ça va, pourquoi ? Mais nous, on a besoin de ce truc-là. Ouais. La deuxième chose, c'est la culpabilité. C'est-à-dire de se dire... Alors ça, c'est plus quand tu as des salariés, etc., de se dire, mais je les laisse tout seuls, je montre pas l'exemple, je suis pas là, etc. Or, les salariés prennent des exemples, ils prennent des congés aussi, donc ils comprennent tout à fait que toi aussi, tu as besoin de prendre des congés. Et la troisième chose, c'est le besoin de contrôle. Ouais. C'est-à-dire, mais ça va moins bien se passer, ils vont pas... J'ai besoin de tout savoir de ce qui se passe dans la boîte. Et donc, c'est très dur, en fait, de tuer ces trois choses-là. Et le moyen que j'ai trouvé, alors comme tu dis, ce que je dis dans le podcast, ce que je dis dans le livre, c'est le comment. C'est-à-dire comment vous allez faire pour que ça se passe bien. Ça, c'est, je dirais, le prétexte de dire, voilà comment il faut faire pour que ça marche. Voilà la boîte à outils que je vous donne. Mais en réalité, ce que je fais là-dedans, qu'est-ce que c'est mon discours ? C'est de dire, vous allez profiter de vos vacances pour améliorer votre boîte, pour améliorer le fonctionnement de votre équipe. Et en fait, en réalité... Les vacances, ça devient le prétexte pour rendre ton équipe autonome, pour faire monter tes collaborateurs en compétences. Et donc, à partir du moment où tu dis, bah non, en fait, c'est plus quelque chose qui va te rendre coupable, etc. C'est quelque chose, en fait, qui est bien pour ta boîte que tu pars en vacances. Pas pour toi, parce que si je dis trop que c'est pour toi, bah ta culpabilité, elle va revenir. Donc, tu vois, c'est un peu... voilà, moi je l'ai, effectivement, c'est comment on fait, mais en réalité, derrière, le pourquoi, il est très présent. C'est-à-dire que tout ce que j'explique, c'est comment vous allez passer des vacances tranquilles, mais ce que je dis derrière, c'est et votre équipe va devenir meilleure, votre entreprise va devenir meilleure, et donc il faut que vous le fassiez. Ne pas le faire, en fait, ça a plus d'inconvénients pour vos salariés, pour votre boîte, etc., que de le faire, tu vois. Complètement. C'est ça qui est marrant. Ouais. Oui, mais finalement, en fait, là, ce que tu fais, en faisant ça, tu leur proposes une nouvelle façon de voir les choses. Et je me rappelle tu parlais du référent dans cet épisode, d'avoir un référent. Et cette manière de voir les choses, ce qui est fascinant, c'est que elle n'est pas plus vraie ou plus fausse qu'une autre manière de voir les choses, mais elle est extrêmement constructive. Et donc c'est génial parce qu'effectivement, c'est clair, quand on part en vacances, nos équipes se développent. en vrai, c'est ce qui se passe. Et du coup, tu te donnes le droit de le faire. Exactement. En fait, c'est un petit peu comme si... Alors après, ça dépend vraiment des profils et des tempéraments, mais il y a des gens, en fait, ils ont presque besoin qu'il y ait un coût à payer pour partir en vacances. C'est-à-dire, et c'est aussi comme pour la confiance. Je dis, si tu veux pouvoir... tu peux pas travailler à découvert avec la confiance. C'est-à-dire, les gens n'auront pas confiance en toi si d'abord, toi, tu n'as pas montré que tu avais confiance en eux. Et c'est comme un compte en banque. Ouais. Si tu tires tout le temps dessus en leur disant, tu fais ça, mais que tu montres jamais que toi, tu as confiance en eux et qu'ils ont de la valeur, etc., en fait, tu travailles à découvert. C'est ce que je dis. Et il y a des gens à qui ça parle de dire ça, c'est-à-dire dire... Comme tu auras fait toute cette préparation de 10 jours, tu auras le droit de partir en vacances. C'est bête, ce que je dis, parce que c'est un peu vexant quand on se rend compte que c'est... Mais moi, voilà. Par exemple, ça m'a parlé. C'est comme ça que j'ai pu me dire, je peux partir en vacances, parce que j'ai bien tout mis en place pour que tout se passe bien. Et je peux partir serein, etc. C'était le prix à payer pour le faire. Ouais. Et puis d'autres, non, c'est un progrès. Tu vois, c'est du comment, mais en réalité, le pourquoi, il est très présent. C'est vrai. Tout à fait. Et je suis content que tu aies pris cet exemple parce que vraiment, il me plaît. Je le trouve vraiment intéressant. Et en plus, il y a beaucoup de non-délégations dans les entreprises. Pas seulement parce que les gens n'ont pas confiance, il y a aussi de non-délégations par
un petit peu parce qu'on se sent coupable de faire le travail. On a l'impression qu'on exploite les autres, alors qu'en réalité, en faisant ça, on les coach et on leur permet de se développer. Tout à fait. Alors moi, il y a un autre aspect qui m'intéresse aussi vachement. D'ailleurs, c'est pareil, j'avais aussi un peu posé cette question à Mike que j'avais interviewé la semaine dernière. C'est que tu es une entrepreneuse qui embauche. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça m'intéresse que tu m'en dises plus parce que j'entends beaucoup sur le web, dans les podcasts, en particulier les solopreneurs, c'est-à-dire les gens tout seuls qui embauchent pas, qui sont seuls dans leur entreprise. Il y a un discours qui se développe beaucoup qui est faut surtout pas embaucher parce que embaucher c'est des soucis en plus. On est obligé de s'occuper des gens, etc. Et aujourd'hui, on peut tout à fait développer un business très rentable et qui fonctionne très très bien, tout en étant très tranquille. Question management, c'est-à-dire on peut tout automatiser, on peut prendre que des freelances, etc. Et au moins comme ça, t'as pas de risque, t'as pas de fil à la patte, etc., etc. Ouais. Je suis évidemment pas tout à fait sur cette longueur d'onde, mais après je comprends tout à fait parce que souvent souvent c'est un argument marketing pour proposer des automatisations, etc. Mais c'est aussi réellement parfois des gens qui ont des mauvaises expériences. Moi, je vois typiquement le plombier qui a pris une personne, puis le gars, dès qu'il est arrivé, il s'est mis en maladie. Enfin, il y a plein d'anecdotes comme ça. Et du coup, tu te dis, faut surtout pas embaucher. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est quoi ? Parce que tu m'as dit, tu viens d'embaucher quelqu'un. Oui, alors, à l'échelle de mon entreprise, donc moi, j'ai une salariée, tu vois, pour l'instant. Donc, c'est petit, mais pour une entreprise de 2 ans, 100% autofinancée, je suis très contente. Et la raison et mon ambition est vraiment d'embaucher plus. Donc voilà. Pourquoi ? En fait, la première chose, c'est une mission personnelle que je me fixe, qui est de créer des emplois. Pourquoi ? Parce que je pense que tout le monde ne peut pas et ne veut pas être freelance. Et donc, y a des gens qui adorent le salariat, qui sont d'excellents salariés, pour qui cette situation convient parfaitement, et ça convient parfaitement aux entreprises. Et quelque part, c'est la première raison, c'est que moi, je rêve de créer des emplois. Enfin, je trouve ça génial, c'est top. La deuxième chose, c'est que je travaille aussi avec des freelances et avec différents freelances sur différents sujets. Par exemple, j'ai moi aussi un podcast qui s'appelle Femmes ambitieuses, et donc j'ai quelqu'un qui me monte le podcast. Tu vois, c'est Arnaud, c'est un freelance. Et puis j'ai une personne qui travaille avec moi en freelance, qui travaille beaucoup avec moi. Elle m'aide beaucoup à développer des projets, etc. Et je dirais, c'est un moyen très facile pour faire grandir son entreprise. Pour moi, c'est un point d'entrée pour développer son chiffre d'affaires. Le but étant d'embaucher au moment où on commence à être stable et qu'on peut intégrer les gens dans notre entreprise. Pourquoi ? Parce que tu ne manages pas de la même façon. C'est la première chose. Quand tu as un freelance, tu es son client. Il te fait une prestation. Quand tu as un salarié, il travaille pour ta boîte, il travaille pour ta mission, il incarne tes valeurs, tu peux lui transmettre tout ça. Je pense que tu peux le transmettre à un freelance aussi, c'est ce que je m'attache à faire, mais quelque part, c'est pas pareil parce que tu n'as pas la même relation contractuelle avec cette personne. Et moi, j'adore la richesse du travail en équipe. Franchement, je pense vraiment que à plusieurs cerveaux, on fait bien mieux qu'à un seul cerveau. C'est sûr. Et donc, pour moi, le salariat n'est pas fini. Enfin, je veux dire, j'ai absolument pas l'ambition de vivre qu'avec des freelances. Et il faut pas se leurrer non plus. Je pense que quand on a une entreprise, qu'on veut qu'elle grandisse, qu'elle soit stable, qu'elle soit dynamique, ne travailler qu'avec des personnes extérieures à l'entreprise, ça apporte une certaine instabilité. C'est sûr. Donc voilà, c'est un choix, c'est un prisme, moi, qui est totalement naturel, parce qu'en fait, je me suis jamais posé la question, en fait, très honnêtement.
Oui, alors justement, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est celui de la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qu'on oublie tout le temps. Mais un salarié qui est chez toi depuis 3 ans, ça a une valeur beaucoup plus importante que le salarié qui va arriver demain. Parce que ça fait 3 ans que vous vous êtes ajustés ensemble, que vous vous êtes répartis des tâches au mieux selon les forces et les faiblesses de chacun, que vous vous êtes mis en phase, etc. Et ça, avec un freelance, c'est très, très compliqué à obtenir. L'autre chose, c'est que dans une relation de travail, il n'y a pas que les compétences. Les compétences, c'est super, mais il y a la communication. Il y a toutes ces choses qu'on n'a plus besoin de se dire parce qu'on est en phase et que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Il y a tous les petits ajustements qui sont plus nécessaires. Il y a beaucoup, si on a bien fait son management, j'entends, il y a beaucoup moins de friction de communication. Et en définitive, qu'est-ce qu'il y a aussi qui est primordial ? La confiance. Qu'est-ce que c'est la confiance ? C'est un espace dans lequel tout le monde peut s'exprimer sans risque d'être rejeté, etc. C'est-à-dire que quand ça fait longtemps que tu travailles avec quelqu'un et que on a un respect mutuel, on peut se confronter sur des idées sans que ce soit préjudiciable à la relation. Et donc, c'est source de richesse énorme. Et si, par contre, comme tu le dis, quand tu as un prestataire, c'est ton client. Donc, si tu lui dis qu'il a tort, s'il est malin et s'il est commercial, il va dire « oui, bien sûr, j'ai tort ». Or, ce que tu veux, c'est pas ça chez tes salariés. Tu veux qu'ils te disent non, en fait, j'ai raison. Je pense regarde, que c'est toi qui... Voilà, c'est ça. Et que ce soit pas gravissime, quoi. Et que tu puisses, d'ailleurs, en tant que manager ou leader, dire oui, tu penses que j'ai tort et moi, je pense que j'ai raison. Et on va faire comme moi, j'ai décidé, mais j'ai entendu que tu me disais qu'il y avait tel risque. Je l'ai entendu, mais je te demande de le faire quand même. Et ça pose pas de problème quand il y a une confiance mutuelle. Complètement. Et puis, il y a un autre truc, c'est quand même, parce que t'es solopreneur, ça veut dire que quasiment tu fais tout, ou tu peux te faire assister, mais c'est jamais sur des tâches à haute valeur ajoutée, parce que sinon tu mets ton entreprise en risque. Si tu veux pas que ton entreprise soit en risque, il faut que ce soit toi qui fasses toutes les tâches à valeur ajoutée. Or, le grand rôle d'un entrepreneur, c'est pas que de faire les tâches à haute valeur ajoutée, c'est de chercher de la valeur ajoutée ailleurs. Et en fait, moi, je vois plein de chefs d'entreprise, à un moment, ils saturent, parce qu'en réalité, ils ont toutes les tâches à valeur ajoutée à faire, et ils n'ont plus de temps pour remettre en question leur business model. Ils sont dans leur boîte, et ils travaillent dans leur boîte au lieu de travailler sur leur boîte. Donc, ils n'ont plus une entreprise, ils ont un job. Non, c'est très vrai. Je pense qu'il peut y avoir une relation de confiance avec des prestataires externes. Moi, je pense aux personnes avec qui je travaille et particulièrement à une personne avec qui je travaille en étroite collaboration. Mais effectivement, la relation peut s'arrêter du jour au lendemain et ça tu le sais parce que c'est le jeu en fait, c'est comme ça que c'est la relation contractuelle qui veut ça et quelque part quelqu'un qui intègre une entreprise en tant que salarié, c'est aussi quelque part qu'il a la volonté d'être là pour rester. Alors, pas toujours à 100%, il y a des exceptions bien sûr, mais donc la dynamique n'est pas non plus la même. Et je te suis complètement, effectivement, au bout de 3 ans, et même déjà avant, mais en ayant acquis du temps de travail ensemble, en ayant affronté des challenges ensemble, en ayant travaillé sur plein de sujets ensemble, tu crées bien plus de valeur dans le temps. Oui. Et puis, et je pense aussi que le rejet de l'embauche et du management, etc., dû à des mauvaises expériences, là, par contre, c'est peut-être un manque de formation et de compétences du dirigeant. C'est-à-dire que, est-ce qu'à la base, il a embauché la bonne personne ? Ça commence par là. Jim Collins, il disait « Get the right people in the bus ». C'est sûr que c'est plus facile si tu as embauché les bonnes personnes de les manager que si tu as embauché les mauvaises. Et puis ensuite, c'est comment on manage. C'est-à-dire que la plupart des gens, en fait, quand je pose des questions, ceux qui ne veulent plus avoir de salariés, etc., je me rends compte en discutant avec eux qu'en fait, ils ne se sont pas intéressés au management, ça ne les intéressait pas, ou ils n'ont pas réussi à se former. Enfin bref, ils ont fait beaucoup de gaffes, rien qu'à l'embauche, ou d'avoir gardé quelqu'un trop longtemps alors qu'il ne fallait pas le garder, ou de justement pas avoir développé la confiance, etc. C'est un métier, Tout à fait, je suis complètement d'accord. Bon,
Super, très très intéressant. Donc on a entendu que tu avais un podcast donc qui s'appelle Femme ambitieuse, c'est ça ? Oui, tout à fait, Femme ambitieuse. Donc pour l'écouter, c'est sur toutes les plateformes connues ? Oui, toutes les plateformes. Il sort tous les mardis, une fois par semaine. D'accord. Et si on veut te joindre sur le web, comment on fait ? Alors, mon site, jennychamas.com. Ok, voilà. Super simple. Et je crois, tu m'as dit en off que tu avais un cadeau à proposer à nos auditrices. Exactement. Et même les auditeurs qui veulent par curiosité, parce que c'est rigolo, mais mon podcast s'appelle Femme ambitieuse. J'ai quand même quelques auditeurs, parce qu'évidemment les outils s'appliquent aux hommes aussi, mais même si je m'adresse aux femmes. Alors, le petit cadeau que je voulais vous faire, c'est un cours gratuit pour l'idée en réunion. C'est un cours vidéo de 3 vidéos de 5 minutes avec des astuces pour pouvoir mieux l'idée en réunion et pouvoir oser proposer ses idées. Donc vous le trouverez sur mon site jennychamas.com. Je mettrai l'adresse du site en descriptif. Ouais. Et donc on va sur le site et après jennychamas.com/réunion. D'accord, voilà, ok. Tout simplement. Et là on aura des trucs pour prendre le leadership dans la réunion, c'est Exactement. Ça ? Super. Ok, merci pour elle et pour eux donc. Avec plaisir. Et puis je mettrai aussi une entrée sur le forum comme je le fais à chaque fois que je fais une interview. Comme ça, si des gens veulent te poser des questions et que toi tu as envie d'y répondre, ce sera possible sur le forum. Je mettrai aussi le lien en descriptif. Super. Merci. Eh bien, Jenny, je te remercie infiniment. Merci à toi, Cédric. C'était super, très intéressant. Et j'étais ravie d'être sur Outils du Manager, que j'apprécie tout particulièrement. C'est vachement sympa. Je te remercie, puis je te souhaite plein de réussite. Merci, à toi aussi. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. Pour prolonger la conversation, je te mets un lien en descriptif. Ça t'amènera sur le forum et on pourra continuer la discussion ensemble. Sur le forum, tu trouveras aussi le lien vers la formation gratuite que propose Jenny. Tu trouveras le lien vers son site, le lien vers son podcast. Et si jamais tu ne réussis pas à trouver le forum, je te donne l'adresse. Tu vas sur le site www.outildumanager.com et tu cliques forum. À bientôt. Très bonne semaine à toi. Au revoir.